Bonjour, deuxième épisode de cette nouvelle chronique, la Semaine internationale, où je passe en revue les grands événements géopolitiques de la semaine. Cette semaine, nous irons en Amérique latine, en Asie, en Europe et en Afrique. En Asie, au Japon, puisque le nouveau Premier ministre Kishida fait une grande tournée, Paris, Rome, Londres, Washington, Ottawa, pour expliquer la nouvelle politique de défense du Japon. On sait que le Japon avait une constitution pacifique après la Seconde Guerre mondiale, imposée par les Américains, et que, en fait, devant la montée des menaces, eh bien, le Japon change de position, ne veut plus être réduit à un État pacifique, et ils ont décidé de faire passer les dépenses de défense de 1 à 2% du PIB. Et vu le PIB japonais, ça fera des dépenses extrêmement importantes. D'ici 2027, environ 300 milliards de dollars, ce qui les mettront peut-être même devant les dépenses chinoises ou à égalité avec la Chine. Le Japon estime que ce qui s'est passé en Ukraine pourrait se dérouler en Asie et donc il n'est pas tout à fait certain finalement de la protection américaine. Il veut pouvoir se défendre par lui-même. Mais bien sûr, l'augmentation des dépenses militaires japonaises suscite des remous évidemment en Chine, mais également en Corée. Pas en Corée du Nord, en Corée du Sud, puisque entre les deux pays, si tous les deux sont des démocraties à économie de marché, alliés des États-Unis, le passé historique de l'occupation du Japon de la Corée n'a pas tout à fait passé et qu'il y a toujours des incompréhensions à tout le moins entre les deux pays. Mais donc, nouvelle phase, le Japon veut devenir, selon le dire de ses dirigeants, un pays normal, ne plus avoir les tabous qui pèsent sur sa politique de défense issue de la Seconde Guerre mondiale, et donc se lancer, si ce n'est dans la course aux armements, du moins dans le fait de muscler, dans des proportions extrêmement importantes, son dispositif de défense. La guerre, bah oui, c'est toujours en Ukraine. Changement de commandant en chef en Ukraine pour les forces russes. Le général Sourokovine, qui a été nommé il y a à peine 3 mois, est remplacé carrément par le chef d'état-major des armées, le général Gerasimov, qui pourtant n'a pas vraiment réussi dans la préparation de la guerre. C'est le moins que l'on puisse dire. Il y a une intensification des combats autour de la ville de Soledar, dont les Russes disent qu'ils l'ont reprise, les Ukrainiens le nient, mais en tous les cas, il y a vraiment là des pertes humaines des deux côtés extrêmement importantes, et les Russes insistent avec des pertes humaines extrêmement lourdes, parce que ça serait, après de nombreuses défaites, Kharkiv, Kherson, la première victoire depuis déjà assez longtemps des forces russes. Et s'il y a une percée russe sur Soledar, cela leur permettrait d'aller prendre la ville de Bakhmout. Ce sont des villes qui sont devenues vides, complètement détruites, et les Russes en fait misent sur le nombre. Il y a deux forces russes, en fait. Il y a Wagner, la milice privée, et il y a l'armée russe. La milice privée, elle est constituée de prisonniers qui ont été libérés en échange de leur incorporation dans cette milice. Et ce que fait Wagner, parce qu'ils ont moins de drones que les Ukrainiens, ils envoient des soldats qui sont bombardés, et du coup, ils voient où est l'artillerie ukrainienne pour les bombarder. Donc, ces anciens prisonniers servent de chair à canon. On se demande si Poutine va décréter une nouvelle mobilisation qui, bien sûr, va hérisser la population russe. Et on voit bien qu'il y a d'un côté la loi du nombre. Poutine voudrait envoyer de plus en plus de soldats sur le front du Donbass, alors que de l'autre côté, en Ukraine, le nombre est moins important. Il y a plus de détermination parce que ces soldats défendent leur territoire, contrairement aux Russes, mais ils sont en nombre inférieur. Ils ont par contre effectivement les livraisons d'armes occidentales. Le ministre ukrainien de la Défense a dit qu'aujourd'hui l'Ukraine était de facto membre de l'OTAN. Et la question qui se pose, c'est par rapport à la mobilisation russe, est-ce que les Occidentaux vont augmenter encore leur aide militaire matérielle à l'Ukraine, cette fois-ci en envoyant des chars pour faire pièce à la mobilisation humaine de la Russie. En tous les cas, on est loin de la paix, on est plutôt à une augmentation du nombre de morts. Le nombre de morts qu'il y a eu en Éthiopie pour le conflit du Tigré, on ne sait pas trop l'estimer, mais plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers. Et pourtant, vous n'en avez pas beaucoup entendu parler. Le Tigré, c'est une région d'Éthiopie. La population du Tigré est minoritaire, c'est 6% de la population d'Éthiopie, mais pendant très longtemps, c'est eux qui ont décidé du sort de l'Éthiopie, qui ont dirigé de fait l'Éthiopie, jusqu'à ce que Abiy Ahmed soit élu, reçoive le prix Nobel de la paix, et par rapport aux volontés d'autonomie qui auraient pu aller vers l'indépendance du Tigré, a lancé une guerre sanglante qui a fait ce nombre de morts. Fort heureusement, un accord de paix a été trouvé. C'est pour d'ailleurs conforter cet accord de paix que les deux ministres français et allemands des Affaires étrangères se sont rendus en Éthiopie.
Il reste une interrogation. Que va faire l'Érythrée? L'armée érythréenne avait participé à la guerre aux côtés de l'armée éthiopienne, mais elle n'a pas été associée aux négociations. Et on sait que l'Érythrée est un pays parfaitement totalitaire et qui ne comprend que le langage de la force. Mais en tous les cas, les armes se sont tues. Espérons que cette paix soit durable, parce que l'Éthiopie, c'est quand même un pays de plus de 100 millions d'habitants, avec également une présence chinoise très forte. Et il y a aussi derrière cela une concurrence stratégique entre les pays de l'Union européenne et la Chine qui, rappelons-le, a construit à Addis Abeba le siège de l'Union africaine. Et puis, finissons la boucle par le Brésil. Des émeutiers ont tenté de prendre d'assaut les institutions du pouvoir à Brasilia. Elles étaient vides, Lula n'était pas là, les députés ne siégeaient pas, et les émeutiers étaient assez peu organisés, ils étaient en tongs, etc. Et ils n'ont pas eu le soutien de l'armée. Il n'y a pas eu un coup d'État militaire, au contraire, ils ont été ensuite arrêtés. Il y a eu bien sûr des forces de sécurité locales qui ont pactisé avec ces émeutiers parce que bien, certains gouverneurs sont toujours bolsonaristes. Mais au final, je pense que ceci va servir Lula, puisqu'il a un peu grossi la menace. L'heure des coups d'État s'est terminée parce que tout simplement il n'y a plus de soutien américain au coup d'État. Heureusement que Trump n'était plus au pouvoir, cela aurait pu être différent. Mais donc la doctrine Monroe s'est terminée. Les coups d'État militaires soutenus par les États-Unis, c'est d'une autre époque. Et au contraire, Biden a plutôt soutenu Lula, comme d'ailleurs Poutine. Il y a eu un soutien unanime. C'est quand même assez rare que Biden et Poutine soient sur la même longueur d'onde. Ce fut le cas pour dire que c'est Lula qui va être le président. Et on peut penser que Lula va en profiter parce que s'il a été élu président, il a été élu de justesse, vous le savez, et surtout le Congrès ne lui est pas favorable. Il y a d'importantes forces bolsonaristes au Congrès. Et donc il va pouvoir dire que les plus extrémistes ont été déconsidérés par cette fausse émeute, ce coup d'État civil, comme vous voulez, cette insurrection qui a été complètement foireuse. Et donc, il va pouvoir peut-être reprendre l'initiative et aussi, certainement, vouloir reprendre l'initiative sur le plan diplomatique et finalement, en tant que grand pays du Sud, en tant que grand pays des BRICS et comme grand pays démocratique, eh bien, le Brésil a un rôle particulier à jouer, pas seul, avec d'autres pays. Et donc, on peut espérer qu'il y ait, avec l'arrivée, le retour de Lula au pouvoir, le retour également du Brésil sur la scène diplomatique. Voilà, c'en est fini pour cette semaine internationale. Rendez-vous évidemment la semaine prochaine.